Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission La Diaspora, votre rendez-vous quotidien où nous décortiquons l'actualité, partageons bien sûr beaucoup de choses et pourquoi pas aussi aujourd'hui dans cette émission La Diaspora, comme vous le savez, nous avons un réel plaisir de recevoir un grand homme, un grand monsieur, je l'appelle comme ça, qui est venu représenter bien sûr une très grande organisation mondiale contre la torture. Lui, on l'appelle Isidore Colin Ngele Djega, qui est notre invité dans cette émission La Diaspora. Merci infiniment à la grande équipe qui nous a toujours tenu compagnie pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Merci à toi, Henri Noël Mboutavo qui est immortel. Merci également aussi à toi, Janine Eyal et la crème des crèmes. Merci infiniment parce que vous êtes très nombreux pour suivre cette grande émission La Diaspora. Et bel et bien, nous sommes à Genève, à la place des Nations. C'est là où nous sommes venus recevoir Messieurs Isidore Colin, qui est notre invité dans cette émission La Diaspora. Donc, je vais directement dire bonjour et bienvenue, Monsieur Isidore. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Ok, nous vous recevons dans cette émission pour la toute première fois et c'est pour parler de l'organisation dont vous faites partie, l'Organisation mondiale contre la torture. Pourriez-nous quand même nous dire, Monsieur Isidore, présenter brièvement les rôles et la mission de l'OMCT? Merci beaucoup de nous donner cette opportunité de nous adresser à vos téléspectateurs. En quelques mots, l'Organisation mondiale contre la torture est une organisation basée à Genève qui a pour mission de lutter contre la pratique de la torture dans le monde. La torture et toutes les autres formes de mauvais traitement, c'est-à-dire les disparitions forcées, les détentions arbitraires, la peine de mort. En tout cas, toutes les formes de mauvais traitement qui s'opposent à la Convention contre la torture. Donc notre organisation est une organisation de réseau, c'est-à-dire qu'elle est une faîtière d'autres organisations présentes à travers le monde entier. Et en tout, nous comptons plus de 200 organisations qui sont membres de notre réseau, le réseau SOS Torture. En République démocratique du Congo, plusieurs organisations de droits humains sont membres de notre réseau. Je peux citer par exemple la Synergie des femmes contre les violences sexuelles, dirigée par Justine Massika, qui travaille donc à Goma. Je peux citer SOS IGM de Justin Bayiroué, qui est présent à Bukavu. Je peux citer Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux à Kinshasa. Et de nombreuses autres organisations, près d'une dizaine d'organisations qui sont membres de notre réseau. Afia Mama, qui est présente à Kinshasa dans la Chopo. Voilà. Mais on ouvre juste une brèche parce que c'est pas ça le vif de notre émission. Mais comme vous venez de dire par rapport à l'organisation pour laquelle vous travaillez avec, qui est basée à Goma. Alors là, nous parlons aussi de cette partie de la RDC qui est assiégée par la rébellion. Est-ce que vous avez vraiment des vrais rapports détaillés par rapport à ce qui s'est en train de se passer à Goma? Alors nous recevons des allégations, parce qu'il y a bien une différence entre les allégations et des faits confirmés. Donc nous recevons tous les jours des allégations de violations des droits humains, des alertes sur les violations des droits humains qui identifient des auteurs, qui identifient des victimes, qui décrivent les faits de violations de droits humains qui se passent. Et nous n'avons malheureusement pas aujourd'hui la capacité, en raison justement de l'occupation de ce territoire, d'aller nous-mêmes vérifier les faits qui nous sont reportés. La véracité de tout cela, parce que nous recevons des allégations, mais nous devons les vérifier nous-mêmes. Donc, au regard de la situation actuelle, nous n'avons pas la capacité de vérifier nous-mêmes. Nos partenaires sur le terrain ont la capacité de pouvoir faire cette vérification, ont la capacité de pouvoir identifier au minimum les victimes. Nous n'avons pas encore la capacité d'identifier les auteurs, mais nous pouvons identifier les groupes en présence qui commettent des violations. Et de ce que nous avons reçu jusqu'à présent, nous avons bien reçu que de nombreuses violations des droits humains sont faites par les membres du M23. Du M23. Oui, de nombreuses arrestations arbitraires, des enrôlements forcés de jeunes, des actes de torture, des actes de violence sexuelle contre des femmes. Nous en avons reçu de dizaines d'alertes dans ce sens.
Nous avons des actes de torture au quotidien. Nous avons des exécutions extrajudiciaires au quotidien, c'est-à-dire des meurtres qui sont commis au quotidien. Ça, ce sont des faits que nous documentons tous les jours par donc, ce groupe-là. Nous avons aussi des allégations de violations qui sont commises par les Wazalendo. Les Wazalendo aussi commettent aussi des abus. Des abus. Oui. Ça, nous recevons au quotidien aussi des allégations d'abus de droits humains qui sont commis par ce groupe-là. Donc ça, ce sont des faits que nous avons. Malheureusement, comme je dis, nous n'avons pas la capacité nous-mêmes de faire une contre-expertise de tout ce que nous avons. Mais toutes ces allégations sont documentées, elles sont sécurisées. Et quand la sécurité le permettra, nous pourrons effectivement passer à une étape de vérification. Mais, Monsieur Isidore, dites-nous quel sera le sort de tous ces gens-là qui sont en train de commettre des actes d'abus sur la population. Est-ce que vous irez, l'homme c'était est juste là pour documenter et puis relayer ça au niveau du média comme vous le faites tout à l'heure, ou bien il y a quand même une poursuite judiciaire qui ira à l'encontre de toutes ces personnes-là? En réalité, notre travail premier, c'est de pouvoir documenter, dénoncer, alerter, pour que les pouvoirs, toute forme de pouvoir, d'abord les pouvoirs publics puissent s'en saisir. Ensuite, tous les autres acteurs qui ont une capacité d'action, les Nations Unies en premier, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, et puis tous les autres acteurs qui peuvent soutenir. Parce que pour faire le travail de documentation, il faut bien que les acteurs qui agissent puissent avoir la capacité d'action. Donc notre premier travail, c'est celui-là, c'est de pouvoir dénoncer. Ensuite, notre travail, c'est de pouvoir faire savoir à ceux qui commettent ces actes que nous avons des informations sur ce qu'ils font. Donc c'est aussi ça c'est ce que nous faisons à travers le monde entier. Vous savez, les violations des droits humains se commettent généralement dans le silence, dans l'impunité. Et donc, il faut faire savoir aux auteurs qu'on a des informations sur ce qu'ils font et que toutes ces informations ayant été documentées peuvent être utilisées à tout moment. Notre organisation a aussi un travail de contentieux, c'est-à-dire que quand le temps le permet, c'est-à-dire la sécurité des auteurs, des victimes et des témoins, de pouvoir introduire des plaintes contre les auteurs pour que ceux-ci puissent être poursuivis. Et ça, c'est un travail que notre organisation va faire. Donc nous pouvons rassurer toutes les personnes qui commettent les violations dont nous avons reçu des alertes, que nous allons déclencher des plaintes contre eux, à la fois au niveau national et au niveau international. Ah mais ils s'en fichent. Je vois surtout la sortie médiatique de leur porte-parole qui s'en fout complètement des organisations internationales. Donc, c'est-à-dire, pour eux, ils voient que, voilà, c'est comme ça a été toujours comme d'habitude, mais il n'y aura rien. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous ces gens-là qui pensent, parce que quand ils font des sorties médiatiques, les gens croient comme si ils ont vraiment le monopole de la parole et les gens ils sont pas confiants. Malgré tous ces rapports que vous êtes en train de faire, les gens disent ouais, ça va toujours rester l'être morte comme ça, sans pour autant qu'il soit puni. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là qui sont en train d'être regardés, surtout en République démocratique du Congo et en Afrique en général? Donc, vous savez, même quand vous avez un différend avec votre voisin, celui-ci s'en fout toujours lorsque vous lui dites que vous allez lui porter plainte. C'est seulement quand la plainte est soumise qu'il se rend compte qu'il y a une inversion du rapport de force. Et lorsque les poursuites sont engagées, qu'il se rend compte qu'en réalité, vous pouvez avoir le dessus sur lui. Donc, moi, en tant que juriste, et tous les juristes et avocats le savent, la justice est toujours très lente. Elle prend toujours son temps et elle est davantage beaucoup plus lente lorsqu'elle opère dans des milieux de conflits armés où il est difficile d'accéder aux victimes, il est difficile de conserver les preuves, il est difficile soi-même, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement pour les victimes et les témoins, c'est même pour les enquêteurs aussi. Donc, c'est ce qui rend toujours la justice très difficile, très lente, mais l'importance des organisations comme les nôtres, c'est d'avoir des réseaux d'action. C'est-à-dire que nous ne sommes pas basés à Genève pour aller en RDC faire des documentations. Nous avons des acteurs dans ces différents pays, nous recevons même de la part des journalistes, nous recevons de la part des citoyens des emails tous les jours avec des vidéos, des photos qui montrent les visages des auteurs, qui montrent des lieux, etc. Tout cela fait l'objet de documentation et de conservation.
Maintenant, je concède que ça prend toujours beaucoup de temps et ça donne toujours le sentiment aux auteurs qu'il y a de l'impunité et qu'il n'y aura jamais de justice. La force de la justice, c'est que lorsqu'elle a réussi à boucler son enquête, elle se déclenche. En RDC, notamment à l'est de la RDC, la justice militaire a fait des enquêtes, a identifié de nombreux acteurs qu'elle a punis. Évidemment, au regard de l'immensité des violences, cela peut paraître faible et insignifiant. Mais il y a de nombreuses personnes qui ont été arrêtées, punies par la justice militaire congolaise. Malheureusement, encore avec les destructions des prisons à Bukavu et à Goma, de nombreux auteurs qui avaient déjà été arrêtés, jugés et condamnés ont réussi à s'évader. Donc c'est un travail, et ça c'est la particularité de la crise actuelle, c'est que ça nous fait recommencer à zéro des efforts de dizaines d'années. Notre organisation, comme toutes les autres organisations qui sont basées ici et dans le monde entier, ont pour mandat d'assurer que la dignité humaine soit sacrée, peu importe le temps et l'espace. Moi, je ne suis qu'un acteur qui prend le relais après que de nombreux autres acteurs aient pris le relais. Et après moi, d'autres acteurs. C'est ça la force de la justice, c'est qu'elle ne faillit et elle ne faiblit jamais, quel que soit le temps et l'espace. Elle peut être absente, elle peut être faible et lente, mais elle garde un principe immuable. C'est que la veuve et l'orphelin doivent recevoir compensation et réparation et les auteurs doivent être punis. D'accord. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je tiens à vous informer que nous avons reçu pour vous M. Isidore Colin Ngele Djega, qui est notre invité dans cette émission. Il est membre, bien sûr, de l'OMCT, qui est l'Organisation mondiale contre la torture. C'est lui qui est chargé des questions Afrique pour toute l'Afrique entière. C'est lui, les responsables, c'est lui qui s'en charge de tous ces dossiers de l'Afrique. C'est lui qui est notre invité dans cette émission, la diaspora. Mais c'est Isidore, comment l'OMCT agit-elle concrètement pour prévenir et dénoncer la torture à travers le monde? Merci beaucoup. De toute façon, nous disposons d'une variété d'outils. Pour d'abord la prévention, ensuite la lutte de manière offensive contre la torture et la réhabilitation des victimes. Donc il y a une triptyque. En ce qui concerne la prévention, nous effectuons des visites dans des lieux de privation de liberté pour nous rassurer que dans ces lieux, les gens qui sont privés de liberté ne fassent pas l'objet de torture. Nous avons par exemple été à la prison de Makala. Chez moi à Kinshasa. À Kinshasa, qui est un mouroir. En fait, ce n'est même pas une prison, c'est un poulailler. Nous avons... Vous affirmez que c'est un poulailler? Oui, nous le disons. Je l'ai dit moi-même au directeur de la prison lui-même à l'époque où j'y étais, en 2022. Nous avons fait de nombreux rapports que vous pouvez trouver sur notre site internet sur l'état de cette prison, sur son état de délabrement, sur sa surpopulation, sur les violations qui y sont commises, sur l'absence de dignité des personnes qui y sont privées de liberté. Donc la prévention consiste d'abord à pouvoir y être soi-même pour dissuader les auteurs d'avoir des idées de violation. Ensuite, nous faisons des formations à ce qu'on appelle l'ensemble de la chaîne pénale. Donc les membres des forces de sécurité, la police, l'armée, les gardes pénitentiaires. Nous faisons des formations à destination des avocats, des magistrats, pour nous rassurer que tout ceci est connaissance et une bonne maîtrise des standards internationaux. Parce qu'effectivement, les gens peuvent agir par méconnaissance, mais en ayant été formés, il n'y a pas d'excuse. C'est pour ça que la Convention contre la torture dit clairement que nulle circonstance ne peut tolérer la pratique de la torture. Même pas les circonstances atténuantes, même pas les circonstances d'ignorance. C'est pour ça que notre travail, c'est d'abord de renseigner les gens sur les standards internationaux. Donc ça, c'est ce que nous faisons en matière de prévention. Ensuite, nous faisons énormément de sensibilisation à destination du grand public pour que tout le monde soit informé de la prohibition absolue de la pratique de la torture. Ensuite, nous travaillons avec les gouvernements à travers le plaidoyer pour que ceux-ci puissent mettre en place des lois et des institutions qui permettent de prévenir la torture.
Je vous prends un exemple simple. En RDC, nous avons travaillé énormément pour que le gouvernement puisse mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture. Depuis pratiquement 2019, nous travaillons à cela. Le gouvernement a mis déjà en place 2 mécanismes de prévention de la torture qui n'étaient pas conformes aux standards internationaux. Nous avons à chaque fois dénoncé et fait en sorte que le gouvernement puisse reprendre. Donc, ils ont mis en place en 2020, par exemple, un mécanisme qui ne respectait pas les standards, c'est-à-dire le mécanisme doit être indépendant. Et puisque ce n'était pas un mécanisme indépendant, puisqu'il était directement sous la direction du ministre des Droits humains, nous avons dénoncé cela, nous avons écrit pour dire en sorte que les Nations Unies ne puissent pas adouber ce mécanisme. Ça n'a pas été fait. Ensuite, ils ont créé un nouveau mécanisme en 2021. Nous avons en 21-22, nous avons dit que ce n'était pas conforme. Nous avons réussi à faire ne pas reconnaître ce mécanisme par les Nations Unies. Et puis maintenant, le gouvernement a décidé de travailler conjointement avec les Nations Unies pour que le nouveau mécanisme qui sera mis en place puisse répondre véritablement aux standards internationaux. Donc, ça, c'est le travail que nous faisons pour prévenir. Parce que si les instruments, les lois, les institutions ne sont pas conformes, en réalité, ils rendent possible la violation des droits humains. Donc ça, c'est le travail que nous faisons en matière de prévention. Maintenant, en ce qui concerne la lutte, de manière claire et simple, nous déposons des plaintes contre les auteurs de victimes, les auteurs d'actes de torture dans les différents pays. Nous déposons donc au niveau national, devant les tribunaux nationaux, nous déposons des plaintes au niveau international, ici aux Nations Unies, pour que les auteurs puissent être identifiés et punis. Donc, par exemple, en RDC, nous avons déposé de nombreuses plaintes par le truchement de nos avocats. Nous avons des avocats congolais avec qui nous travaillons, qui identifient les actes de torture, documentent ces actes auprès des victimes et déposent des plaintes devant les tribunaux nationaux. Je vous parlais tout à l'heure des tribunaux militaires qui ont identifié énormément d'auteurs punis et condamnés. Nous avons déposé d'autres plaintes au niveau international, pas forcément pour la RDC, mais dans d'autres pays, par exemple au Burundi qui traverse aussi une crise depuis 2015. Cette année même, seulement au mois d'avril. Oui, c'est une crise qui dure et c'est aussi une crise de l'oubli et de l'impunité. La torture se nourrit de l'impunité et de l'oubli. C'est pour cela que la torture se commet toujours dans des endroits clos pour empêcher le regard extérieur et pour décourager les dénonciations. Donc notre travail, c'est de pouvoir mettre la lumière sur ces endroits clos. Faire savoir que nous sommes au courant, que nous avons vu, que nous avons identifié, documenté, vous connaissez, que nous savons. Et une fois que c'est su, on dépose des plaintes pour inverser le rapport de force. Parce que c'est toujours comme ça. Vous avez un directeur de service de renseignement qui se croit tout permis, c'est le cas en RDC. Le service l'ANR arrête par centaines des citoyens et des défenseurs des droits de l'homme, les activistes pro-démocratie, qu'ils détiennent dans des lieux de privation de liberté non officiels, qu'ils torturent. Tout cela, c'est un travail de fourmi pour identifier chacun de ces auteurs, chacun des lieux où ces actes se commettent et pour déposer des plaintes afin de faire savoir à l'auteur qu'il n'est pas tout puissant. Évidemment, nous ne sommes que des ONG, parce que ça, il faut que les gens le sachent. Nous ne sommes que des ONG, nous n'avons pas les mêmes moyens qu'un État. Un État a des services et des ressources très puissantes. Mais les ONG n'ont pas pour ambition de combattre un État. Les ONG ont pour ambition d'aider un État à se conformer aux standards. Et pour cela, il faut faire savoir à l'État que nous savons ce qu'il fait qui n'est pas conforme. Il faut faire savoir à l'État que nous allons le dénoncer en public, que nous allons le dénoncer devant les instances internationales afin qu'il puisse se conformer. Évidemment, tout cela se fait avec beaucoup de faiblesses, beaucoup de limites. Ça, c'est le défi des organisations non gouvernementales. Voilà, ça c'est vraiment un défi parce que c'est la subvention qui n'est pas assurée ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous êtes subventionné par les Nations Unies ou bien c'est par la cotisation des membres? Nous recevons une diversité de ressources. Nous avons des donateurs institutionnels et des donateurs individuels. Quand on dit donateurs institutionnels, c'est-à-dire des États, des organisations intergouvernementales comme les Nations Unies, comme l'Union européenne, des fondations philanthropes, mais aussi des individus, c'est-à-dire les membres de notre organisation, mais aussi des individus bénévoles de bonne foi à travers le monde entier qui sont touchés par notre cause et qui donnent une contribution, même modeste,
qui permet de pouvoir assurer notre travail. Mais c'est Isidore, dans combien de pays êtes-vous actif aujourd'hui? L'OMCT, elle est active dans combien de pays actuellement? Donc si on commence par l'Afrique, l'OMCT aujourd'hui couvre 25 pays d'Afrique subsaharienne. Parce que moi je travaille sur l'Afrique subsaharienne, il y a aussi un autre bureau qui couvre l'Afrique du Nord. Dans l'Afrique du Nord, nous avons L'Afrique maghrébienne. le Maghreb en effet. Donc avec le Maghreb, disons que nous couvrons une trentaine de pays africains. Et de manière mondiale, nous sommes présents dans une centaine de pays. Pour près de 200 organisations membres. Ce qui nous permet d'avoir une couverture ce qui nous permet d'avoir une couverture assez large. Mais malheureusement, comme je le disais, avec les limites que nous n'avons pas la capacité de couvrir la totalité des pays en termes d'opération. Mais nous avons la capacité de répondre aux besoins des victimes où qu'elles se trouvent dans le monde. C'est-à-dire qu'il suffit que les victimes nous adressent en courrier sur les violations qu'elles ont subies pour que nous puissions y répondre, même si nous ne sommes pas présents ou nous n'avons pas des organisations membres dans ce pays. Ok, M. Isidore, quel est votre rôle principal dans l'Organisation mondiale contre la torture? Votre rôle principal? Donc, moi, je suis le coordonnateur des programmes Afrique subsaharienne, comme je le disais. Cela consiste notamment en 3 composantes particulières. Nous faisons de la documentation et du reporting, c'est-à-dire le dressage des rapports sur la conformité des États aux standards internationaux. Donc concrètement, lorsque les États ont ratifié la Convention contre la torture, nous nous rassurons que dans ce pays qui a ratifié la Convention contre la torture, la loi est conforme, les pratiques sont conformes. Donc mon premier travail, c'est de faire des rapports sur tous ces pays-là. Ensuite, nous faisons du contentieux, la lutte judiciaire contre la torture. Nous recevons des alertes, nous identifions les victimes, les auteurs, nous préparons des plaintes et que nous soumettons devant la justice au niveau national. Mon rôle, c'est de rédiger les plaintes qui vont être déposées devant les instances internationales. Et enfin, nous accompagnons les organisations de la société civile parce que nous avons une responsabilité de transmettre les connaissances, de renforcer leurs capacités pour que ces organisations puissent être capables dans leur pays de faire leur travail en tout respect de la loi et de la déontologie. Mais comment êtes-vous devenu membre de l'Organisation mondiale contre la torture? Est-ce que c'est quelque chose qui vous enchante ou bien voilà, vous êtes devenu comment vous êtes devenu? Comment vous avez adhéré pour travailler pour les comptes des autres? Alors moi je suis engagé depuis très longtemps dans la lutte contre les violations des droits humains. J'ai travaillé dans de nombreuses organisations nationales et internationales à travers le monde. Donc j'ai un background de spécialiste des droits humains, ce qui m'a naturellement poussé à m'intéresser au travail de protection des droits humains au niveau international. Et j'ai donc candidaté, en fait c'est un appel à candidature qui recherchait un spécialiste des droits humains pour la région Afrique. Et j'ai candidaté et puis après un processus compétitif, j'ai été retenu pour occuper cette fonction. Voilà, merci M. Isidore Collin. Notre invité, vous l'avez suivi, lui-même il s'est aussi présenté. C'est lui qui se charge de l'Afrique, je peux dire l'Afrique centrale, hein, c'est ça? De toute l'Afrique subsaharienne. Toute l'Afrique subsaharienne, voilà. C'est lui qui est notre invité, donc il est membre de l'Organisation mondiale contre la torture. Nous continuons avec lui, M. Isidore. Quels sont, selon vous, les défis les plus importants dans la lutte contre la torture? Alors, il y a de nombreux défis. Lesquels? Le premier que je pourrais identifier, c'est l'impunité. Parce que de nombreux États ont ratifié la Convention contre la torture. En Afrique, il n'y a que 2 États qui n'ont pas ratifié. Il n'y a que 2 États? Oui, la Tanzanie et le Zimbabwe. Mais pourquoi? Est-ce que quand les États n'arrivent pas à ratifier, soit à accepter cette convention, qu'est-ce que vous vous dites? Non, nous travaillons à faire du plaidoyer pour les convaincre à ratifier, mais les États sont souverains et libres de leur choix. Ils choisissent de ratifier un instrument international ou pas.
C'est la paire. Bon, disons que chaque État a sa philosophie. Parfois, c'est de l'ignorance, et ça, c'est peut-être le deuxième défi. De nombreux États n'ont pas forcément les spécialistes qu'il faut. Ils ont peur d'avoir de l'intrusion internationale dans leurs affaires internes. Donc, en la matière, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un État peut ratifier ou pas ratifier un document. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette convention est majoritairement ratifiée parce qu'il y a des conventions qui ne sont pas majoritairement ratifiées, qui n'ont même pas encore reçu le nombre de ratifications nécessaires pour entrer en vigueur. Quand on dit ratification, ça veut dire l'acceptation d'un traité international, d'une convention internationale. Donc, la convention contre la torture, sur 54-55 pays que contre le continent africain, il n'y a que 2 qui ne l'ont pas ratifié. Ça veut dire que majoritairement, tous les États africains pensent à une prohibition absolue de la torture sur leur territoire. Mais ça c'est... Donc, ils veulent pas signer cette convention parce que ça, c'est leur tasse d'été. Non, disons que justement, si majoritairement ils l'ont signé, ça veut dire que le principe les intéresse. Le principe du fait qu'il n'y a pas la torture, ça les intéresse. En gros, il y a 52 pays en Afrique qui ont ratifié la convention. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec le principe de ne pas torturer. Maintenant, et c'est là où je réponds à votre question sur les défis. Le problème, ce n'est pas d'être d'accord avec le principe. Le problème, c'est de pouvoir respecter ce principe dans la pratique. Et ça, c'est le plus gros défi qu'on a en Afrique. Tout comme la plupart des États africains proclament leur appartenance et leur adhésion aux principes démocratiques, à l'alternance au pouvoir, au respect des règles, etc. Ça, partout en Afrique, vous voyez ça dans les préambules des constitutions. Donc, dans le principe, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est la pratique. Parce que c'est là où ça pose problème. Même ceux qui ont dit « je vais respecter mon mandat et partir », à la moitié du mandat, ils commencent à trouver des théories pour ne pas respecter. Donc c'est la même chose en matière de torture. Même ceux qui ont ratifié, qui ont adopté des lois, trouvent des excuses pour torturer. Ils trouvent des excuses en disant c'est les terroristes, ils trouvent des excuses en disant c'est la sécurité nationale, c'est l'état d'urgence, etc., etc. Donc le plus grand défi qu'on a aujourd'hui, c'est le respect dans la pratique de ce principe, en acceptant le principe de la Convention qui dit qu'aucune circonstance, même exceptionnelle, ne peut tolérer la pratique de la torture. C'est-à-dire que même en RDC, où il y a un conflit armé, si vous arrêtez votre adversaire dans les groupes qui sont en train de se battre, le principe vous dit que vous n'avez pas l'obligation de le torturer. Vous avez l'obligation de ne pas le torturer. Ça, c'est le principe. Et chez nous, sur le continent africain, on a du mal à respecter ce principe. L'idée qu'on ne trouve pas de raison, d'excuse. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à trouver une excuse, alors vous en trouverez toujours. Ah, c'est parce qu'il est de tel groupe ethnique. Ah, c'est parce que c'est une femme. Ah, on ne peut pas se passer d'excuses, il y en aura toujours. Alors le principe, c'est aucune excuse. Pour moi, si cette question est résolue, alors on va voir diminuer en Afrique la pratique de la torture. Pourquoi? Parce que la Convention et les lois permettent de régler le problème de tous ceux qui sont contre la loi. C'est-à-dire que si vous estimez qu'une personne est un terroriste, il y a une loi et des tribunaux pour juger cette personne et la condamner. Si vous estimez qu'un journaliste vous a diffamé, il y a de la loi pour aller le faire constater, condamner si jamais il est reconnu coupable. Alors pourquoi les gens veulent contourner la loi? Parce que leurs allégations de départ ne sont pas fondées. Ils identifient un journaliste, un activiste, un défenseur des droits humains, ils lui disent « Ah toi, tu m'as diffamé, tu m'as insulté ». Qui a la responsabilité de le démontrer? C'est un juge. Mais comme on n'est pas sûr de cela, on veut contourner donc le juge pour soi-même, utiliser son pouvoir et le faire torturer, le faire arrêter arbitrairement, le faire détenir sans jugement. Donc, qu'est-ce qui explique que des gens qui ont le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne soient pas capables d'utiliser ce pouvoir judiciaire ou d'instrumentaliser ce pouvoir judiciaire?
c'est parce qu'ils ne sont pas en phase avec les principes.